Ça y est, on a eu le premier trailer, la première bande-annonce d'Avengers Doomsday. C'est totalement fou, mais c'est un peu trop beau pour être vrai. Même si malgré tout, ce n'est pas faux. La bande-annonce, elle a été dévoilée, elle a été partagée, des gens l'ont vue. Mais c'était que 4000 personnes au panel de Disney à la CinemaCon 2026 à Las Vegas durant le passage de Marvel Studios qui a présenté son prochain film de l'année, qui est Doomsday. On met de côté Spider-Man Brand New Day puisque ça, c'est Sony qui s'en occupe, mais ils ont passé pas une fois le trailer, mais 2 fois le trailer au public sur place. J'ai trop le seum de moi ne pas l'avoir vu et de dire que certaines personnes ont eu la chance de le voir sur cette planète. Mais bon, c'est pas grave, parce que ces personnes-là, elles ont derrière décrit frame par frame, seconde par seconde, ce qu'on retrouve dans ce trailer. On sait absolument tout, ce qui donne énormément de matière à analyser, décortiquer, théoriser. Donc ça, c'est absolument génial. Moi, je suis allé voir les témoignages, les descriptions de dizaines de personnes sur place. J'ai accumulé tous les détails que certaines personnes avaient oubliés. J'ai fait vraiment un descriptif complet de tout ce qu'on a dans cette bande-annonce et on va en parler, ça va être très intéressant. On va parler aussi de tout le reste qu'on a eu à la CinemaCon. On a eu des interviews des frères Russo, les réalisateurs du film, du boss de Marvel, Kevin Feige, qui a parlé de Doomsday. On a eu un nouvel acteur annoncé, on a eu un nouveau synopsis, on a eu tout un tas de choses, une nouvelle technologie. C'est tout ça qui va être abordé dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire, ce décryptage complet de la soirée qu'on a eu à la CinemaCon, que moi j'ai passé en live et que c'était super agréable. Merci à tous ceux qui étaient passés d'ailleurs, et j'espère que le programme vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, je ne sais pas si des gens font ça, mais en tout cas à vous abonner, à booster, ça fait grimper la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ce contenu va vous plaire, et sur ce, allons-y, c'est parti. Ok, donc revenons aux bases. Disney a eu un panel à la CinemaCon. Alors qu'est-ce que c'est la CinemaCon ? En fait, généralement, c'est pas trop un événement pour les fans. C'est un événement réservé à l'industrie. C'est généralement le milieu qui s'y retrouve. C'est pas des assemblées de fans en délire comme on peut avoir dans des Comic-Con, dans les D23 ou dans d'autres événements de ce genre. Là, on est vraiment entre professionnels, il y a de la presse, donc des gens qui ont des médias, il y a des exploitants de salles, il y a des actionnaires de différents studios. C'est vraiment pour rassurer en disant « Regardez tout ce qu'on a, ça vaut le coup d'investir sur nos projets et de les mettre plus longtemps en salle, etc. etc. » Bref, la CinemaCon, ça célèbre aussi un peu le cinéma, c'est le but. Et du côté de Disney, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon bah on a plein de projets et on les a présentés durant un panel qui était heure française de 23h30 à 1h30 du matin. Et pour l'heure locale à Las Vegas, c'était de 14h30 à 16h30. Et donc, ils ont présenté leurs futurs projets, on a parlé du côté de Star Wars et de Lucasfilm, de Mandalorian et Grogu, on a parlé du Diable s'habille en Prada 2, on a parlé de Toy Story 5 côté Pixar, de The Dog Stars, le prochain film aussi, de Ridley Scott, de Vaiana Live Action qui a l'air un projet dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, et puis Ext, le prochain film de Disney Animation. Mais ce qui nous intéresse, c'est Avengers Doomsday, et c'est vers 1h28 du matin, 16h28 sur place, que Doomsday a commencé, sachant que normalement, la présentation aurait dû se terminer à 1h30, vous avez vu qu'il y a eu un peu de retard. Bref, Marvel est arrivé et n'a parlé que d'Avengers Doomsday. Il n'y a même pas de projet annoncé annexe, non, c'était que Doomsday. Donc ça, c'est intéressant aussi à notifier. Qu'est-ce qu'on a appris ? D'abord, on a eu un nouveau synopsis officiel. Des héros bien aimés issus de 3 univers distincts seront lancés sur une trajectoire de collision mortelle et feront face à une menace existentielle comme ils n'en ont jamais rencontré avant. Et ça confirme quelque chose. C'est qu'on va vraiment focus dans ce film sur 3 univers. L'univers du MCU, le 616, l'univers des 4 Fantastiques, l'univers 828, et l'univers des X-Men. Pour l'instant, on ne sait pas le nom de cet univers, mais probablement celui dans lequel est coincée Monica Rambeau à la fin de The Marvels. Alors je sais pas quelle sera l'explication dans le film, est-ce que c'est parce que tous les autres univers sont morts et qu'on est vraiment à la toute fin du multivers? C'est une possibilité, d'ailleurs c'est ce qu'on pourrait très bien imaginer, parce qu'on sait que Tobey Maguire pourrait pourquoi pas être dans le film, l'univers de Deadpool pourrait pourquoi pas être plus ou moins montré dans le film, en tout cas Deadpool et Wolverine de cet univers, mais à mon avis ces univers ils vont mourir assez vite, et on va se concentrer sur les, entre guillemets, 3 derniers univers du multivers. Je pense que je peux me projeter là-dessus, mais voilà,
le plot nous dit qu'on aura bien 3 univers principaux, et c'est trop bien. L'univers des 4 Fantastiques, il est trop bien parce qu'il a cette patte des années 60, dans le film de Matt Shakman, First Steps, ça marchait très très bien. Ce monde rétro-futuriste des années 60, où la technologie a été influencée par les découvertes de Reed Richards, avec un côté pop, un côté aussi coloré. Voilà, j'aime bien l'idée, je me dis que ça peut marcher, et ça va nous proposer quelque chose de très différent par rapport à la patte des films du MCU classiques, même si voilà, First Steps en tant que film, moi je trouve que il y a eu beaucoup de choses qui ont été ratées, il aurait pu être bien mieux, mais l'une des réussites c'est quand même la production design, c'est vraiment ça, c'est la construction de ce monde, et il est assez magique, même si justement il y a un goût de trop peu parce qu'on l'explore pas assez dans les 4 Fantastiques. Là, on va peut-être l'explorer encore plus. L'univers des X-Men, on le connaît pas trop. Bon, on a vu le teaser des X-Men, ok. Et l'univers du MCU, bah c'est celui qu'on connaît. Donc honnêtement, ça peut être vraiment sympa, et la menace existentielle, je suppose que c'est la mort du multivers, c'est la fin de tout, et c'est ça qui, évidemment, ne peut pas être comparable à ce qu'ils ont déjà vécu auparavant. Bref, ça c'est un nouveau synopsis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je pense que, franchement, c'est un synopsis qui donne envie, et qui laisse entendre que le film aura des enjeux colossaux, mais focus toujours sur ces 3 mêmes univers. On a eu aussi la confirmation que Avengers Doomsday ne bougerait pas sa date de sortie. Vraiment, s'il la bougeait, ça aurait été vraiment là, ça aurait été la dernière chance de changer la date de sortie. Il y a quelques jours seulement, on en avait parlé, mais Marvel Studios aurait considéré de bouger la date au 11 décembre pour éviter la concurrence de Dune, pour récupérer des formats IMAX, en tout cas des écrans IMAX, là où Dune va tous les subtiliser lors de son exploitation en salle. Rappelons que les 2 films sortent en même temps, Dune partie 3, Dune 3e partie et Avengers Doomsday sortent le même jour. Dune ne changera pas, Doomsday ne changera pas, Doomsday arrivera bien, donc ça peut être un succès pour les 2 films. Moi je vais donner mon avis un nombre incalculable de fois, pour moi ça va être négatif pour les 2 films, parce que certains qui auraient pu aller voir Doomsday vont choisir d'aller voir Dune, et certains qui auraient pu penser voir Dune vont aller voir Doomsday, parce que les gens vont pas un nombre éternel de fois au cinéma. Généralement, quand des binômes, quand des duos forts au cinéma fonctionnent, c'est que les publics sont pas exactement les mêmes, et que ça pousse certains qui seraient pas forcément allés voir tel film d'aller voir l'autre film parce que l'événement est créé, mais sinon, généralement ça fonctionne pas. J'espère pour les 2 films que ça fonctionnera, mais on verra. Je veux pas mettre trop d'espoir dans la réussite de ces 2 films, même si je pense que, et c'est ce qu'on étudie depuis des semaines, mais la tendance elle est quand même à la victoire de Avengers Doomsday par rapport à Dune, ce qui est totalement logique. Dune, au grand maximum, ça a fait 600 millions, les films Avengers, les derniers, c'est 2 milliards, donc voilà. Bref, c'était le petit détail. Donc, on a eu aussi Robert Downey Jr., Chris Evans, Kevin Feige et les frères Russo qui étaient présents sur place, que voici, et ils étaient là pour présenter, bien sûr, Avengers Doomsday lors de cette CinemaCon. Voilà la Dream Team qui était là pour mettre en avant le prochain film signé entièrement Marvel Studios. Juste avant qu'on parle vraiment du show en lui-même, il y a au début donc du panel, il y a eu un petit montage pré-show avec quelques plans qui étaient déjà dans les teasers, un petit montage pour dire que attention, dans le panel plus tard on parlera de Doomsday, et dans ce montage il y avait des extraits des bandes annonces partagées en décembre 2025 et janvier 2026, il y avait Thor qui prie, Shuri, le professeur Xavier et Magneto dans le manoir, le laser de Cyclope et Steve qui sort son costume de Captain. Voilà, il y avait ça, mais bon, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. On a eu un aperçu officiel de Doctor Doom, ça y est, parce que cette image vous l'avez depuis des mois en soi, mais c'est confirmé officiellement par Disney dans un gros événement, c'est le visuel de Doctor Doom dans le film Avengers Doomsday, ce sera bien son look. On pouvait avoir des doutes parce que c'était un art qu'on a depuis justement septembre 2025 qui a été montré dans une expo de produits dérivés à Shanghai en septembre 2025. À l'époque, il y avait une petite différence, c'était la ceinture. Alors peut-être que le visuel de la ceinture a changé depuis en termes de post-production et tout ça. Là, on voit ce visuel-là qui est pas si mal, hein, mais je préférais, je trouve l'ancienne, elle faisait plus rustique, plus brute, je sais pas, il y avait un truc pas mal. Mais ils ont décidé a priori de la changer pour donner cette ceinture à l'aspect un peu plus métallique, ou là où ça avait l'air un peu d'être du cuir. Voilà, donc satisfait de mon côté par ce nouveau visuel de Doctor Doom. Mais ça y est, on arrive vraiment dans le cœur du panel, puisque Kevin Feige arrive sur scène, donc ça c'est très très sympa, Kevin Feige le boss de Marvel Studios, bien évidemment.
Et d'abord, première chose qui nous est dit, Marvel a créé Infinity Vision, une nouvelle certification pour les salles haut de gamme, et ce label il sera lancé par Marvel Studios lors de la sortie de Endgame, la ressortie de Endgame en septembre 2026, quelques points de semaine avant la sortie d'Avengers Doomsday, mais ensuite, bien sûr, ce sera utilisé pour Avengers Doomsday. En fait, ils ont un peu pris le seum, que les écrans IMAX aillent tous vers Dune, qui a été pour le coup tourné en IMAX, donc c'est logique, Denis Villeneuve et ses équipes ont tourné en IMAX, donc bien sûr, ils se sont accaparés de tous les écrans IMAX qui sortent le même jour qu'Avengers Doomsday. Mais eux, ils ont dit, bon, pas grave, et on l'avait dit depuis plusieurs semaines, Disney veut vraiment axer sur toutes les autres salles haut de gamme. La priorité, elle est pour Doomsday et elle est pour que le public puisse le voir dans les meilleures conditions. Et Infinity Vision, ça s'inscrit un peu là-dedans. Ils ont dit, bon, bah on n'a pas IMAX, bah c'est pas grave, on va faire notre truc nous-mêmes. Et factuellement, en fait, c'est un processus qui aidera les fans à trouver le meilleur et le plus grand écran possible pour regarder le film autour de chez eux. C'est vraiment, ok, ce cinéma-là, vous pourrez le voir dans de très très bonnes conditions. C'est un peu ça l'Infinity Vision dans l'idée. Avec du son vraiment intéressant, projection laser, enfin plein de trucs qui peuvent être des plus-values par rapport à des séances de cinéma dites classiques. La ressortie de Endgame, elle inclura des scènes supprimées, des séquences encore jamais vues et d'autres surprises. Donc ça, c'est vraiment passionnant. On aura d'autres séquences et je pense qu'on pourrait avoir cette fameuse scène post-générique. Vous savez qu'à la fin d'Endgame, à la toute fin du générique, on a ce bruit métallique. Est-ce qu'ils vont pas le réutiliser pour faire une scène post-générique menant à Doomsday? Peut-être avec Doctor Doom, ce serait idéal. Ils ont dit donc qu'il y aurait des scènes un peu supprimées, des trucs qu'on n'a jamais vus. J'ai tellement hâte. Je pense que j'irai le revoir et je pense que c'est sûr que j'irai le revoir. Ça va être génial. Mais je me pose la question, je me dis qu'est-ce qu'ils vont rajouter, parce que le film est déjà quand même long, quand même déjà très dense, et je dis pas non à de nouvelles séquences, mais à voir comment elles s'incluent dans le film. La grosse révélation, grosse confirmation qui confirme une théorie que j'avais depuis des années déjà, mais Kevin Feige a déclaré qu'Avengers Doomsday reprend juste après Avengers Endgame, et remonte aussi au moment où tout a commencé avec les X-Men. Bon, ça c'est pas très je pense peut-être que c'est pour dire que ça fera suite, plus ou moins chronologiquement, à Days of Future Past, en termes de chronologie. Ça c'est pas le plus passionnant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça reprend juste après les événements d'Avengers Endgame. Et pour moi, ça veut pas dire que ça reprend en 2023 dans l'MCU, pour moi ça reprend au moment où Steve est dans le passé avec Peggy, et c'est une suite quasi directe. La scène même, à mon avis, la scène de début d'Avengers Doomsday sera la scène de fin d'Avengers Endgame. Ça peut être vraiment épique, j'ai hâte de découvrir tout ça, et ça va aussi être des émotions. Faut voir comment ça va être fait. Est-ce que en fait la séquence où il danse, ça fait des années déjà qu'il est présent dans cet univers avec Peggy? Est-ce qu'il vient d'arriver? Est-ce qu'on aura justement le fil de tout ce qui s'est passé, parce qu'on sait qu'il va avoir un enfant, donc comment ça va se passer? À quel moment il va avoir son enfant? Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que ça va être difficile, je pense, à écrire ce truc? Enfin, ça a été difficile pour Stephen McFeely ou encore Michael Waldron, qui sont les scénaristes du film, parce que il faut écrire quelque chose de cohérent avec Steve qui emmène à ce qu'il soit inclus dans l'histoire, donc c'est pas tout à fait évident. Mais voilà, c'est une théorie que j'avais depuis très longtemps, je sais pas, il faudrait retrouver, mais ça fait au moins 5, 6, 7 mois que j'ai cette théorie que le film pourrait reprendre directement après. Enfin, même quasi, mais c'est même avant, puisque depuis 2024 qu'on sait que Peggy et Steve sont là, faudrait remonter à des vidéos de décembre 2024, donc il y a même quasi 2 ans, enfin moins de 2 ans, mais voilà, vous avez compris, je pense que je le disais déjà à l'époque, donc à vérifier. Mais Kevin Feige a parlé du retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom en disant depuis Endgame nous voyons assez souvent avec Robert Downey Jr. Kevin Feige dit qu'il y a personne avec qui ils sont les plus proches par rapport à Robert, et pendant longtemps c'était implicite, mais les années ont passé et je cite, nous avons commencé à penser début 2023 que cette voie pourrait marcher. Je suis allé chez lui et je lui ai présenté cette idée, il était très enthousiaste à ce sujet. Et là, début 2023, moi ça donne une piste évidente, parce que qu'est-ce qui s'est passé début 2023? Qu'est-ce qu'on a eu comme film qui est sorti en février 2023? C'était Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Je pense que c'est le déclencheur ultime, c'est la sortie d'Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, qui a tout changé pour moi, parce que c'est le moment où Marvel a réalisé que peut-être Kang n'était pas le grand méchant. Alors, ils sont mal renseignés dans le sens où c'est pas parce que Kang ne fonctionnait pas et n'a pas plu au public à ce moment-là que ça voulait dire que c'était forcément mort pour un film Avengers avec Kang. C'est juste qu'il était mal écrit, c'est juste qu'il a été mal fait. Jeff Loveness avait écrit un personnage ridicule, qui était loin des standards qu'on pouvait s'attendre à Kang, et puis ils sont partis avec le multivers et Kang, donc ça n'allait pas quoi qu'il arrive.
mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le fait d'avoir mis Kang dans ce film et que le film a été un four, enfin pas un four du tout, mais en termes en tout cas critiques, il a été bâché, il a été critiqué très sévèrement. Moi je trouve pas que ce soit le pire film du MCU, c'est un film qui est pas très très bon, en vrai de vrai, qui regorge d'incohérences scénaristiques, mais je pense que voilà, ça nous montre bien que c'est à ce moment-là que Marvel a dit non, on oublie Kang, on va vers une autre voie, et même avant les problèmes judiciaires de Jonathan Majors, on va plutôt décider d'aller dans un autre chemin et de choisir Doctor Doom en tant que méchant, ce qui est plus logique en parlant d'adapter Secret Wars, mais bref. On nous parle aussi du retour de Chris Evans. C'est vrai que les frères Russo ont dit que Evans et Robert Downey Jr. étaient essentiels à ce que ils voulaient raconter pour Doomsday, que Steve Rogers est un personnage avec lequel ils ont passé énormément de temps, ce qui est vrai au fil des années, qui sont très proches de Steve, de Chris, qui sont proches de Marvel, et ils ont dit que c'était la bonne façon pour eux de revenir et de continuer l'histoire de ce personnage qui les a suivis depuis le début. C'est vrai que les frères Russo sont venus dans le MCU, ont débarqué avec le film Captain America 2, The Winter Soldier, qui était leur premier film. Ils ont suivi Steve derrière dans Civil War, puis Steve dans Infinity War, puis Steve dans Endgame, et c'est vrai que ça a dû être dur pour eux de se dire si on revient, il y a pas Steve, mais de toute façon, c'était prévu depuis des années que Steve reviendrait, et c'est pas parce que c'était nécessaire à l'histoire, c'est parce qu'ils se disaient dans le prochain Avengers, il y aura le retour de Iron Man, entre guillemets, parce que c'est Robert Downey Jr., mais ça c'est pas Iron Man, mais vous avez compris, il y aura le retour aussi de Chris Evans. C'était prévu, je pense, depuis 2020, je pense que c'est depuis très longtemps que c'est imaginé et pensé par Marvel. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Oui, ce que nous avons trouvé était une direction qui était essentielle, elle nécessitait vraiment la présence de Chris Evans et de Robert Downey Jr. pour raconter l'histoire. C'est intéressant de se dire ça parce qu'en fait, ils ont fait ça, ils ont fait revenir Robert Downey Jr. et Chris Evans parce que ils ont dit que l'histoire, elle serait plus ou moins écrite pour eux. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ils ont pas ramené Chris Evans et Robert Downey Jr. parce que l'histoire le nécessitait, c'est totalement faux. C'est une exigence de fanservice, c'est parce qu'ils se sont dit que ça allait bien marcher, parce que c'est le retour de personnages iconiques, parce que c'est Avengers, il faut mettre un max de fanservice, il faut mettre le plus grand spectacle possible, et le retour des personnages qui sont très chers aux yeux du public, et c'est excellent, même si encore une fois Robert Downey Jr. ne joue pas Iron Man, il jouera bien Doctor Doom, mais j'espère bien que ce sera deux personnages très distincts, très différenciés les uns des autres, mais même si ils sont pas revenus pour le scénario a pu être écrit pour eux, et c'est là où ça peut être intéressant, et c'est pour ça qu'ils ont pu rendre cette histoire nécessiteuse d'eux finalement, qui aurait eu besoin d'eux pour avoir une cohérence et une logique. En fait, ils ont écrit peut-être le scénario autour de la figure de Captain America de Chris Evans, en tout cas de Steve Rogers, et du Doctor Doom de Robert Downey Jr. Et en fait, c'est les deux piliers qui ont fait que tout a découlé dans l'histoire. Et peut-être que c'est une bonne approche par rapport à des acteurs extrêmement charismatiques et qui, on le sait, savent porter des personnages dans le MCU. J'ai hâte de voir leurs propositions dans le film et j'ai hâte de voir comment l'histoire va servir ces deux personnages et va faire en sorte que on comprenne pourquoi c'est si important qu'ils soient là. J'ai hâte. Et Kevin Feige et les frères Russo, on leur a posé la question aussi sur Ian McKellen, qui a dit qu'il, en tant que Magneto, détruirait le New Jersey, et les Russo ont dit je pense qu'il s'est trompé, on ne peut pas détruire le New Jersey, tout ça, et en fait Kevin Feige a dit oui, il y aura bien le New Jersey. Alors est-ce qu'ils sont en train de nous brain et tout ça? Je pense que bon bah il y a vraiment l'histoire de Magneto qui flingue le New Jersey à un moment. Quel New Jersey? Est-ce que c'est l'univers des X-Men ou l'univers du MCU? On le verra bien, mais à mon avis c'est une séquence qui se rapproche de la fin du film, donc ils ne doivent pas être super à l'aise avec l'idée d'en parler. Kevin Feige, on lui a aussi posé la question justement autour d'Avengers Doomsday, et il a dit « Je pense que les gens savent que l'histoire de Doomsday s'inspire d'une célèbre série de comics dans laquelle des univers entrent en collision et des terres se rencontrent les unes les autres, et différentes timelines se rencontrent les unes les autres. Ça semblait justement être une opportunité incroyable de mettre plusieurs univers en confrontation les uns contre les autres, mais vous vous souciez de tous dans le film. » Franchement, je vais me régaler, je pense, avec ce film. S'il est bien fait, s'ils ont mis tous les ingrédients, s'ils ont été à la hauteur, s'ils ont mis l'histoire qui primait à chaque fois sur le fanservice plutôt que l'inverse, je pense qu'on peut se régaler. On verra. Bon, on a fait un petit détour là du côté des interviews, on revient sur le panel. Anthony et Eddie Russo sont arrivés pour parler d'Avengers Doomsday. Robert Downey Jr. a traversé la foule sur le son Sympathy for the Devil des Rolling Stones et balance sur scène. Avez-vous
de la sympathie pour le diable. Je veux révéler 37 000 spoilers tout de suite. Voilà, il a un beau petit t-shirt et un costume vert, donc ça c'est très très stylé avec Doom au centre. Chris Evans qui a déclaré sur scène: j'ai dit que je reviendrai pour une bonne raison, c'est vrai, il l'a dit. Et dans Doomsday, il y a une très bonne raison pour que les héros aient besoin de Steve Rogers. Et est-ce qu'il nous parlerait pas là de rumeurs que nous on a eu de notre côté, que en fait, bon, il est dans l'univers 828, l'univers des 4 Fantastiques, donc en fait, Doom et les 4 Fantastiques viendraient le chercher parce qu'ils ont besoin de lui pour convaincre les héros de la Terre 616 de laquelle il est originaire. Lui, il vient de la Terre 616, il a juste été déplacé dans une autre Terre, la Terre 828, pour des raisons un peu obscures, hein, d'ailleurs dans le film, j'espère que ce sera bien expliqué. En tout cas, c'est les rumeurs qui parlent de ça, et en fait, ils ont absolument besoin de lui pour convaincre les héros de sa Terre d'origine d'écouter le message que Doom et les 4 Fantastiques ont à délivrer à la Terre 616. Bref, c'est peut-être ça la raison, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il a une bonne raison, comme il le dit, de revenir. J'espère que tu dis la vérité, mon bonhomme. Les frères Russo ont dit Victor Von Doom est l'un des méchants les plus complexes, il a toujours 3 coups en avance. Ça, c'est très très intéressant, le côté calculateur de Doom, le côté vicieux, manipulateur, où le mec, en fait, il pense déjà à ce qu'il va faire dans 2 heures de film, plutôt que ce qu'il est en train de faire maintenant. Il manipule les esprits, il influence les comportements pour que ça aille dans son sens, et j'espère que ils l'ont compris. D'ailleurs, ils semblent l'avoir compris, donc ça fait très plaisir. Et ils disent c'est le plus grand méchant Marvel de tous les temps, plus même que Thanos, et ils ont totalement raison. Le plus grand méchant, c'était déjà le cas en 1963 pour vous le dire, alors que Marvel avait 1 an d'existence, il était déjà considéré par Stan Lee comme le plus grand méchant de l'histoire de Marvel. Voilà, c'est pour vous dire historiquement à quel point il est important ce personnage et ce méchant. Allez, arrivons dans le vif du sujet, la première bande-annonce d'Avengers Doomsday, qui a duré environ 2 minutes selon le public, et elle a été montrée en privé durant le panel, et il a été carrément passé à 2 reprises, parce qu'en fait la foule a argué les frères Russo, Kevin Feige, sur scène en disant « on reveut une autre fois », etc. Et ils ont été exaucés, ça a été un peu organisé un peu à la dernière minute, enfin improvisé plutôt, et il a été passé 2 fois. Quel chancard, quel chanceux, c'est vraiment triste pour nous, mais pour eux ça a dû être incroyable. En tout cas, c'est parti, rentrons dans l'analyse et la description. On a fait quand même pas mal de temps d'introduction pour dire tout le contexte, ça y est, passons à l'analyse dure et concrète du trailer. Donc, le trailer commence par une voix off qui dit « Une chose va se produire, une chose que nous ne pourrons peut-être pas arrêter. » Mais quoi ? De quoi on parle ? Quelle est cette chose ? Moi, je le suppose encore une fois, c'est assez bateau parce que c'est le concept du film Doomsday, fin du monde. Ce sera la fin de tout, la fin du multivers, et c'est peut-être ça qui va se produire et qu'on ne pourra pas arrêter. Là où c'est intéressant, on va le voir tout à l'heure, mais c'est à peu près sûr, c'est Dr Doom qui dit ça. Et Dr Doom, à qui il peut s'adresser ? Une chose va se produire que nous ne pourrons pas arrêter. Il parle à plusieurs personnes, et peut-être qu'il parle aux héros du film, aux héros du MCU, peut-être même aux 4 Fantastiques, peut-être même aux X-Men, parce que, à mon avis, il y a bien une partie du film où Doom sera allié de nos héros, parce que c'est certes le méchant du film, mais c'est aussi un mec un peu en solo, donc il va, à mon avis, être allié pendant une grande partie, peut-être les manipuler, comme on le disait. C'est quelqu'un qui sait très bien où il va, il mène sa barque, donc il peut très bien, parce que ça l'arrange, être du côté des héros pendant un moment, et puis partir en solitaire, ou les trahir comme ça au dernier moment. C'est tout à fait possible. En tout cas, à qui il s'adresse ? Est-ce que c'est à ses sbires, à ses alliés ? On sait que Doctor Strange pourrait être dans le coin, Wanda c'est pas impossible, enfin plein de sorciers qui seraient à sa botte, à sa merci, parce qu'il le suivrait dans ce qu'il veut faire et dans son projet qui peut être perçu comme une bonne solution pour sauver le multivers, ou alors ça peut être justement les Avengers, ça peut être à peu près n'importe qui. Bref, un flash de lumière se produit, puis on arrive au premier aperçu de Robert Downey Jr. en tant que Dr Doom, avec son masque argenté et sa capuche verte. Avant que ce jour ne s'achève, dit-il, nous serons confrontés à une décision impensable. Quelle est cette décision impensable ? On sait qu'il va y avoir des sacrifices, on sait que c'est un film, Alex Perez avait beaucoup axé son analyse et ses différentes prises de parole sur ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier ? À quoi on est prêt à renoncer ? À nos idéaux, à nos pouvoirs, à notre vie, plein de choses
Chaque héros va avoir un dilemme à un moment. Et je pense que le dilemme le plus dur va être abordé et choisi par Doctor Doom. Et donc il y a du jugement qui peut avoir lieu envers lui, parce qu'il va choisir, je pense, la solution la plus radicale, mais qui peut sauver du monde, mais qui va devoir quand même être controversée. Et c'est peut-être ça. Mais la décision impensable, moi franchement les décisions impensables, je pense clairement que Doom les prend, tu vois, c'est les décisions que lui pense bonnes pour tout le monde, et je pense que c'est de la décision qu'il va prendre lui dont il parle. Donc voilà, et nous, encore une fois, il y a encore ce nous, qui c'est ce nous, j'ai l'impression que c'est à peu près tous les héros, ça peut être n'importe qui, mais je pense qu'il va faire partie d'un groupe de héros, on sait qu'il va plus ou moins commencer le film aux côtés des 4 Fantastiques, parce qu'il est issu de cet univers, pas forcément, mais en tout cas, il commence le film dans cet univers, et il va les accompagner jusque dans l'univers du MCU, donc il va rentrer en contact avec tout ce monde-là, et à mon avis, il va être présenté comme quelqu'un qui a la solution pour sauver le multivers, et donc comme un allié potentiel de tout le monde, et c'est là qu'il va commencer à faire ces déclarations-là. Je pense que c'est des déclarations qui peuvent se trouver au début du film, tout comme dans le trailer de Infinity War, on avait des citations de Thanos qui se plaçaient à peu près au début du film, et même la première scène où Thanos apparaît dans le vaisseau des Asgardiens. Le fameux Dread it, run from it, destiny still arrives. Donc on a beau la fuir, tenter de la craindre ou l'inverse, eh bien le destin finit toujours par arriver. Ce genre de phrase que Thanos disait dans le trailer et qui se retrouve de la première apparition qu'on le voit dans le film Avengers Infinity War. En tout cas, peut-être que là, c'est le cas. Là où ça nous mène vers une piste aussi, c'est que il dit avant que ce jour ne s'achève, donc comme si le film se passait sur une journée. Ce serait absolument excellent. Après, la plupart des films Avengers se déroulent sur seulement quelques jours. Infinity War se déroule par exemple je crois en 2-3 jours, mais là sur une journée ça pourrait être vraiment sympa, avec un compte à rebours effréné qui arrive, parce que si avant la fin de la journée, comme il le dit, il y a une décision à prendre, ça veut dire que la fin de tout, elle se rapproche dangereusement, et ça peut être un ressort qui peut être dramatique et qui peut expliquer pas mal de choses du scénario. On sait qu'il va y avoir, selon les rumeurs, plusieurs équipes qui vont se répartir dans les différents univers pour corriger des choses, peut-être construire des canons, certaines rumeurs en parlent, pour résoudre ce problème d'incursion. Pourquoi ils peuvent se séparer, pourquoi ils font pas tout le monde en même temps, au même moment? Peut-être parce qu'ils ont tout simplement pas le temps, et que ça se précipite, et qu'ils sont obligés de faire ça dans la précipitation. Et j'espère que dans le film, il y aura une sorte de compte à rebours qui nous montrera que oui, le temps il presse, et dépêchez-vous les amis, parce que c'est bientôt fini. Et ça, ça me fait plaisir. Voilà, je sais pas trop quoi dire en plus dessus, mais bon, le visuel de Doom serait similaire à ce qu'on a eu, officiellement, notamment comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi dans d'autres images comme celle que je vous ai mis juste en dessous. Ici, l'image de notre produit dérivé, le t-shirt qui était dévoilé il y a quelques mois, sans faire exprès. Ces paroles sont prononcées sur des images du panneau de l'école de Xavier au sol, au milieu de ce qui semble être les ruines d'un manoir X complètement détruit, le manoir des X-Men. Donc c'est à peu près le plan qu'on a vu dans le trailer, dans le teaser numéro 3, avec le focus sur les X-Men. Le narrateur donc est très probablement Doctor Doom, c'est pas sûr à 1000%, mais c'est la voix de Downey avec un petit accent, voilà, les gens ont remarqué un accent dans la voix de RDJ et de Doctor Doom. Alors, c'est logique, si on veut vraiment dire que c'est un mec qui vient de Latverie, le pays fictif d'Europe de l'Est duquel est originaire Doctor Doom, dans lequel il a vécu son enfance, et puis il est devenu in fine souverain de ce lieu, c'est devenu le souverain, le roi de Latverie, donc c'est de là où il vient, donc ce serait pas illogique de lui donner un accent, ce serait même bien, et ça permettrait, ce que j'adore, de contraster avec le personnage de Tony Stark qui est aussi joué par RDJ. Si là on a une apparence très différente avec potentiellement des cicatrices, d'ailleurs on nous a dit que il y avait des potentielles cicatrices qu'on pouvait voir à côté des yeux là dans le trailer, mais donc ce serait un visage marqué par les blessures, ce serait une voix aussi différente avec justement cet accent, une apparence aussi différente avec le fameux capuchon vert et l'armure qui a l'air très différente
en tout cas en termes de chara design, donc ça c'est plutôt sympa. Tout ce qui peut séparer Tony Stark et Iron Man de Victor Von Doom et Doctor Doom, Docteur Fatalis, ça ne peut que être positif pour ce film, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes personnages en comics, il n'y a aucun lien de quelque sorte que ce soit entre les deux personnages, mis à part leur rencontre respective. Bref, donc ça c'est pour l'intro du trailer. Ensuite on a Xavier, professeur Xavier, Charles Xavier, qui aperçoit à l'extérieur, donc il regarde à l'extérieur, ça fait référence un peu à cette scène là qu'on voit dans le trailer où il regarde à l'extérieur avec une sorte de lumière, on comprenait pas trop ce qu'il faisait, c'est à peu près à ce moment-là. Et bien Xavier aperçoit à l'extérieur des flammes, alors ça a été décrit différemment, certains parlent de flammes, d'autres d'éclairs de lumière bien puissants, d'autres évoquent un gros globe rouge, tout ça venu du ciel, et qu'il regarde de son côté, Charles Xavier, depuis la fenêtre du manoir X, donc voilà, vous avez l'image ici, et il voit ça, et en fait, cet amas de flammes / un gros éclair de lumière / un globe rouge, eh bien, c'est quelque chose qui illumine l'atmosphère, voilà, qui produit un grand jet d'énergie de lumière, et qui oblige Xavier à se masquer, se protéger les yeux, et il a l'air vraiment effrayé par ce qu'il voit. Le côté rouge, on le retrouvera plus tard dans le trailer, vous allez le voir, mais c'est vraiment intéressant. Et donc on est sur, pour le coup, Xavier, qui voit quelque chose arriver. Alors, on suppose que ce sont les incursions, que c'est une incursion qui se produit, ou que ce sont les prémices des incursions, avec Xavier qui voit ça se passer, et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, et donc d'où l'air effrayé, et qui se protège comme ça, mais c'est compliqué pour lui de prévoir à peu près ce que c'est. Est-ce qu'il est au courant de ce que c'est qu'une incursion? Est-ce qu'il s'y est préparé? Est-ce que c'est la première incursion auquel ils font face, ou est-ce que c'est potentiellement une dernière fatale pour eux, ou plein de choses? On sait que selon les rumeurs, ils sont un peu épuisés, parce que les X-Men ils font que ça depuis pas mal de temps, d'éviter les incursions. Ils envoient différents membres sur différents univers pour éviter que les incursions se produisent, donc même pour combattre les protecteurs des autres terres, pour pouvoir s'en sortir. Enfin voilà, ils sont épuisés, et là une nouvelle arrive. Alors est-ce que c'est la première, est-ce que c'est celle du film Doomsday, la principale de film Doomsday, qui je suppose opposera l'univers du MCU et l'univers des X-Men, parce que souvenez-vous, qui peut être responsable de ça? C'est Monica Rambeau qui est ce personnage de l'univers 616, l'univers principal du MCU, qui se retrouve catapulté dans l'univers des X-Men à la fin de The Marvels, ce qui crée une interaction qui n'aurait pas dû exister, qui rapproche des réalités, qui crée forcément des incursions. Alors peut-être que ça sera expliqué d'autres manières dans le film, qui fait qu'il y a d'autres facteurs pour les incursions. En tout cas, Monica Rambeau pourrait clairement être un facteur d'incursion qui lierait l'univers des X-Men avec l'univers du MCU, et c'est peut-être comme ça que ça commence. En tout cas, Professeur Xavier effrayé au vu d'un jet de lumière bizarre qui pourrait être une incursion. Donc ensuite on en vient dans le trailer au deuxième aperçu de Doctor Doom, ils ont été régalés par le nombre de visuels de Doctor Doom. C'est Doctor Doom en armure avec le masque, faire une arrivée style super-héros dans un autre décor que celui qu'on avait jusqu'à présent, et beaucoup ont théorisé sur le fait que ce soit la cour ou le jardin extérieur du manoir des X-Men. Et en fait, il est d'abord à genoux, puis en fait, il se relève progressivement, et on voit qu'il commence à en fait se lever, et il relève la tête en même temps, en mode vraiment très badass, très stylé, alors que le soleil pâle perce le ciel rouge derrière lui. Donc on est sur un ciel rouge, c'est passionnant, c'est l'effet que faisaient parfois effectivement les incursions du côté de Jonathan Hickman qui est le grand Manitou des incursions, c'est lui qui a limite créé le concept d'incursion dans les comics Marvel, et c'est lui qui a mené ces incursions jusqu'au grand event Secret Wars, qu'il a mené de bout en bout, de main de maître. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une incursion, l'atmosphère devenait aussi rougeâtre, et on retrouve ce code couleur ici dans Avengers Doomsday a priori. Donc en fait quand il se relève, c'est rouge, rouge et vert, ce sont des couleurs qui peuvent plutôt bien aller ensemble si le rouge tend vers le orange, le fameux teal and orange dont je parle souvent. Ce sont des couleurs harmonieuses qu'on appelle une harmonie complémentaire des couleurs. Donc voilà, ça peut très bien fonctionner à l'image, ça dépend comment c'est jaugé, comment c'est géré, mais c'est vrai que ça peut être beau.
Et donc voilà, il est derrière un soleil pâle et un ciel rouge. Et le ciel est rouge dans quasi toute la bande-annonce. À chaque fois qu'on voit du ciel, il y a vraiment une idée que il est rouge ou qu'il a une teinte rouge. Voilà, donc ça c'est quand même la spécificité qu'aura peut-être Avengers Doomsday. Ensuite, on a l'intro de Marvel, vous savez, c'est quelques secondes où on a Marvel Studios. Eh bien, c'est une intro classique avec un fond rouge, et puis le fond rouge devient progressivement un fond noir. C'est arrivé sur quelques bandes annonces de Marvel Studios, donc c'est pas surprenant. Voilà, petit détail à moitié intéressant. Ensuite, on a un nouvel aperçu de la tour des Avengers dans le film. Les nouveaux Avengers reconnus officiellement par le gouvernement américain, qui sont en fait les anciens Thunderbolts, avec Yelena, Bucky, aussi John Walker, Alexei Shostakov, aussi on a Avastar et Bob Reynolds. Voilà, donc ça c'est le groupe du Hurluberlu qui compose l'équipe des New Avengers. Et c'est là leur QG. On le voit dans la scène post-générique des New Avengers, des Thunderbolts. Et c'est cette tour qu'on voit là avec ce grand logo A des New Avengers placardé en énorme, voilà, sur le bord de la tour, un peu comme à l'époque le A de Avengers, enfin de Stark, mais qui devient le A d'Avengers dans les deux premiers films Avengers. Là on aurait ce logo un peu A version Wish, le nouveau logo A, parce qu'en fait l'autre a été déposé par Sam Wilson, qui a de son côté constitué sa propre équipe d'Avengers non officielle avec les vrais logos et les vrais noms, parce que vous savez que ils ne peuvent même pas s'appeler, les New Avengers ne peuvent même pas s'appeler les Avengers, ils sont obligés de mettre Avengers avec un Z à la fin parce que justement le nom a été déposé. Bref, donc c'est cette tour qu'on voit, et a priori les travaux qui avaient été entamés par Valentina Allegra Desfontaines dans Thunderbolts sont terminés, et il se trouve que le bâtiment est modernisé, possède 3 flèches, 3 pics. Alors est-ce que ces 3 pics ils sont en haut de la tour et qu'il y a 3 flèches en haut, ou est-ce que c'est autre chose ? J'ai un peu du mal à me projeter là-dessus, mais je crois que c'est, au lieu qu'il y ait un seul pic en haut de la tour, il y en a 3. Je sais pas comment ça se matérialise, mais c'est ce qui a été rapporté, notamment ici par Brandon Davis, qui était présent à la CinemaCon. Ensuite, la porte circulaire, vous savez, cette porte qui en fait ouvre sur la scène, la pièce principale de vie commune des New Avengers. Et bien cette porte circulaire avec le logo A, et bien elle coulisse, elle tourne et elle s'ouvre sur les 4 fantastiques dans le trailer. Reed Richards, Pedro Pascal porte une veste blanche similaire à celle des leaks, celle-là qu'on avait eu fin 2025, et notamment ce qu'on a eu sur le tablier aussi, que ça pour le coup était officiel, partagé par un membre de l'équipe. Mais voilà, donc il y a ce Reed Richards là avec le reste des 4 fantastiques, mais il se tient Pedro Pascal, donc Reed Richards de Pedro Pascal, aux côtés des membres des 4 fantastiques, le reste, et de Thor. Ils semblent tous sortir du vaisseau des 4 fantastiques. Alors sont-ils sur une partie extérieure ? Vous savez, il y a un endroit où les hélicoptères peuvent se poser, où différents vaisseaux peuvent justement atterrir directement sur la tour en hauteur. Est-ce qu'ils sont à cet endroit-là ? J'entends cet endroit ici, là. Vous voyez, exactement cet endroit-là, à l'extérieur de la Watchtower, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la Watchtower dans les Thunderbolts. Donc peut-être que le plan, il part de à peu près ici, et on voit tout cet endroit, peut-être un vaisseau ici ou quelque chose, et eux, ils sortent dans le sens où ils arrivent à l'intérieur depuis l'extérieur. C'est possiblement ça qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, Thor et les 4 fantastiques qui sortent tous du vaisseau des 4 fantastiques. Moi, je pense que les 4 fantastiques vont se barrer de leur univers. Là, on entre sur une partie théorie, mais se barrer de leur univers aux côtés de Victor Von Doom. Tous ensemble, ils vont aller chercher Steve Rogers, qui, on l'a compris, en fait, vit désormais dans cet univers aussi. Tous ensemble, ils vont aller chercher Thor, là où il est, on sait pas vraiment où il est, mais je pense même pas que ça va nous être montré ça dans le film, puisqu'on va commencer déjà avec tout le monde dans le vaisseau, y compris Steve et peut-être Thor. Alors Steve, à mon avis, ils vont le chercher, ça va être montré sûrement, mais Thor pas besoin. Thor, je pense que
ils vont directement arriver du côté des Thunderbolts, ce qui enchaîne avec la scène post-générique justement de Thunderbolts. Ils vont arriver directement à New York, dans la Watchtower, dans la tour des Avengers récemment fraîchement nommée, et il y aura déjà Thor. Je sais même pas si on a besoin de ce passage où ils vont chercher Thor, même si, souvenez-vous, on a toute la séquence avec la fille de Thor, parce que ça peut que être au début de film. Parce que dès qu'il va être pris par les 4 Fantastiques, Doom et tout ce qui s'ensuit, il va plus pouvoir faire marche arrière, il va plus pouvoir retourner voir sa fille. Donc est-ce que cette séquence-là va être supprimée du film? Est-ce qu'elle est dedans? Et dans ce cas-là, il y a une séquence, une partie de Thor qui se trouve avant son départ, aux côtés du reste du crew? Je sais pas. On verra. Mais là, ça devient super intéressant, puisque Thor et les 4 Fantastiques entrent dans le penthouse de la nouvelle tour des Avengers, donc ce fameux lieu commun, une sorte de grande salle principale, lieu de cette tour des Avengers, et c'est le lieu de la scène post-générique des Thunderbolts une nouvelle fois. Et bien, Thor et les 4 Fantastiques y arrivent, et il y a 3 autres personnes en particulier qui se trouvent dans cette pièce sur un plan. Il y a Sam Wilson, le nouveau Captain America, donc qui a un bouclier attaché dans le dos, et il est en costume. Nous avons Bucky dans son costume de la scène post-générique de Thunderbolts, et nous avons également Ant-Man en costume, lui aussi Scott Lang. Donc c'est intéressant aussi à analyser, puisque on a plein de choses à dire. Ça veut dire que on va avoir une sorte de réunion donc dans la tour des Avengers, qui potentiellement serait plutôt au début du film, qui est lié à la scène post-générique de Thunderbolts où ils disent « Oh, il y a le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive », là on voit qu'ils arrivent vraiment, et ils arrivent carrément dans leur tour à eux. Et en plus on a ce que je qualifierais la team de Sam Wilson, parce que je pense que certains héros sont dans la team de Sam Wilson, notamment Ant-Man, puisque on le sait, Sam a créé sa propre équipe de son côté. Donc il y aurait les Thunderbolts, donc les New Avengers, les Avengers de Sam Wilson et les 4 Fantastiques qui se retrouveraient déjà plus ou moins au début du film, en tout cas dans le premier acte du film, ensemble. Donc il y aurait déjà un gros giga crossover pas loin au début du film, parce que on aurait déjà par exemple Ant-Man et les 4 Fantastiques, c'est trop génial. On aurait le retour, la réunion déjà de Bucky et de Sam Wilson, les 2 meilleurs potes qui sont un peu en froid d'après la scène post-générique encore une fois de Thunderbolts, qui nous a donné quand même pas mal d'infos, notamment dans les relations tendues, compliquées entre les New Avengers et les Avengers de Sam Wilson. En tout cas, ils se retrouveront tous là, et sûrement dans une relation, je suppose, plutôt cordiale, je l'espère, mais à voir. En tout cas, ils sont nombreux là, et j'ai tellement hâte de les voir interagir, ça va être génial. Je me demande d'ailleurs si Steve est dans le coin, ça pourrait être la réunion de Bucky, Steve et Sam. Ouh là là, faut pas me chauffer avec ça. Après, il y a un plan large de cette pièce, le fameux penthouse, et donc il y a encore cette fameuse atmosphère rouge, éclairée par un soleil rouge. Les Thunderbolts sont à gauche de l'image, faut vous faire le plan mental un petit peu, et donc on a toute l'équipe, sauf Bob, dans les mêmes outfits que dans la scène post-générique de Thunderbolts, donc ces outfits précisément ici, avec par exemple Alexei qui a toujours son costume un peu bizarre, on dirait de station essence, enfin c'est très très chelou. Et dans la droite plutôt de l'image, on a Thor, Sam Wilson, Ant-Man et sûrement Joaquin Torres derrière en arrière-plan. Donc on a Joaquin Torres en plus, dont on ne savait pas qu'il était là. Il est là, et à mon avis il fait partie de la team de Sam Wilson. Qui est dans cette team de Sam Wilson? En tout cas, Ant-Man et Joaquin Torres semblent confirmés. Je pense qu'il y aura peut-être avec cette équipe au moins Shang-Chi et quelques autres. Il y avait des rumeurs de Simon Williams, de She-Hulk, tout ça, on verra bien en temps voulu. Mais là où ça devient plutôt intéressant, c'est que derrière eux, nous retrouvons un moniteur, un écran, le même qui était présent lors de la scène post-générique des Thunderbolts, où ils découvrent que le vaisseau des 4 Fantastiques débarque dans leur dimension, tout ça. Et bien sur cet écran, il y aurait maintenant 3 cercles reliés par des lignes qui ressemblent pas mal
à la conception des univers, des réalités dans le run Secret Wars, et plus précisément dans les New Avengers de Jonathan Hickman, où en fait Reed Richards explique comment fonctionnent les incursions, pourquoi le multiverse meurt, pourquoi tout meurt comme il le dit. Eh bien, il utilise un peu ces schémas-là. Est-ce qu'on retrouvera des trucs très graphiques, très imagés pour décrire les réalités, les phénomènes que nous allons découvrir et explorer dans le film, comme les incursions par exemple. Ok, donc maintenant on arrive à Thor qui est le narrateur. Vous savez, pendant toute la première partie du trailer, on a Doctor Doom qui nous dit que le temps file et qu'à la fin de la journée il va falloir prendre une décision radicale et tout ça. Bon bref, ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis même plus très précis sur les termes. Mais deuxième narrateur qui s'installe, c'est Thor en fait. Thor va faire un discours plutôt long et va prendre vraiment la deuxième moitié, la grande partie, deuxième grande partie du trailer avec sa voix off, et en fait il évoque justement avec gravité la peur que représente cette nouvelle menace, et il semble vraiment fâché, en colère, enragé dans son discours. Et voilà, il s'adresse a priori aux héros réunis dans la tour des Avengers, où se trouvent les New Avengers, les 4 Fantastiques et d'autres. Le but c'est d'apaiser les tensions entre eux, et on suppose entre les New Avengers et les Avengers Sam Wilson, puisqu'il y a une tension, qui sont les vrais Avengers, pourquoi t'as déposé le nom, tout ça, et peut-être des sensations de trahison, tout ça. Donc Thor est là, un peu comme un leader finalement. Alors c'est pas un rôle dans lequel on attend énormément Thor, au vu du passé et du caractère général du personnage, soit très solitaire, soit très décalé, soit un peu roublard, un peu rigolard dans son coin. Là, il va vraiment prendre une place de mec qui rassure, et peut-être que oui, c'est pas cohérent dans le sens où c'est pas dans l'ADN du personnage de se comporter comme un leader, comme le mec qui canalise les esprits et canalise les troupes pour se concentrer et se focus sur l'objectif. Généralement, lui, il fonce tout droit tête baissée, ou alors il comprend rien et il est un peu ridicule. C'est d'ailleurs les deux facettes un peu de Thor dans le MCU qui s'alternent l'une l'autre, mais ça montre peut-être que il a quand même une certaine expérience. Thor, il a quand même des centaines d'années, et maintenant il en a vécu des choses, et même aux côtés des Avengers, il a vécu des choses quand même énormes. Il a vécu Loki, il a vécu Ultron, il a vécu Thanos, il a vécu plein de choses, et maintenant il est aguerri, il a tout perdu, et là il va se battre pour la vie qu'il a essayer de reconstruire avec cette fille adoptive, fille de Gore, sur laquelle il veille, qui va être jouée par la vraie fille de Chris Hemsworth. Donc il va vraiment essayer de protéger ce qui lui reste, et peut-être plus l'avenir plutôt que lui-même. Et donc oui, en plus ça fait pas mal de temps qu'on avait quitté Thor, 2022, donc ça commence à remonter quand même pas mal, la dernière apparition de Thor dans le MCU. D'ailleurs, ça fait 4 ans, c'est fou quand même. Et du coup, il s'est passé des choses, et peut-être qu'il a grandi, même intérieurement, et qu'il est prêt à assumer un rôle plus important. Et en vrai, ça me dérange pas, même si c'est pas dans l'ADN du personnage une nouvelle fois. C'est sa voix, donc ça, on en a parlé de toute façon, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Parlons de ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il déclame dans ce trailer. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers au cours de ma vie. Je pense qu'il parle non seulement des guerriers asgardiens, de tous ceux qu'il a pu perdre, et aussi les guerriers, je pense qu'il parle des Avengers avec lesquels il a pu coexister. Ils étaient bien plus forts que nous tous réunis. Mais là, j'essaie de réfléchir, mais les alliés dont il parle, les guerriers qui étaient bien plus forts que nous tous réunis, donc il se met en plus dedans, je vois vraiment pas de qui il parle, parce que en réfléchissant, il faudrait que il parle donc là aux 4 Fantastiques, Thunderbolts, New Avengers, et aussi aux Avengers de Sam Wilson, et là il dit ils étaient bien plus forts que nous tous réunis, les guerriers auxquels j'ai été allié. C'est très bizarre, parce que je ne vois pas. Peut-être qu'il parlait de Tony Stark ou bien de Steve Rogers, mais il est bien plus fort qu'eux pour moi sur le papier, donc je ne comprends pas vraiment. Mais bref. Et il dit « Et ils sont morts ». Ils sont morts, pour moi, il fait référence à des morts du MCU, donc peut-être à Black Widow, Iron Man, ou bien d'autres, Gamora, qu'il a aussi rencontré, etc. Tombé face à des ennemis et des menaces qui m'effrayaient bien moins que celle-ci.
Ouais, peut-être qu'il en rajoute, parce que quels que soient les morts auxquels il fait référence, peut-être Loki ou d'autres, Heimdall, tout ça, il dit qu'ils sont bien plus forts que eux tous réunis, ce qui est faux en soi. Par contre, effectivement, là, il dit que c'est des menaces qu'ils ont affrontées qui l'effrayaient bien moins que celle-ci. Peut-être est-ce un jeu de montage, peut-être est-ce une petite entourloupe, parce que à mon avis, il ne parle pas de Docteur Doom ici, il parle bien de la fin du monde et de la fin des mondes, des incursions. Parce que, à mon avis, on est à un moment de l'histoire où Doom n'est non seulement pas une menace, mais en plus est aux côtés de Thor. Je pense qu'il est carrément en train d'écouter ce discours aux côtés du reste de la populace. Je pense que dans ce lieu avec la tour des Avengers, il y a non seulement les 4 Fantastiques, Thor, Steve Rogers potentiellement, enfin ils sont tous là en fait, hein, les Avengers de Sam, et donc Doom fait partie de ce groupe et écoute le discours. Donc il ne fait pas partie, à mon avis, au moment du récit, à ce moment-là, de la menace dont parle Thor. Donc je pense que c'est un jeu de narration et de storytelling par rapport au trailer, mais ça n'a rien à voir avec Doom, à mon avis. Bref, continuons. Tout ce que nous avons sacrifié ne servira à rien si nous ne tenons pas ensemble. Après, j'avoue que cette phrase, elle va à l'inverse de ce que je pense, donc qui s'adresse aux Avengers réunis à la tour des Avengers plutôt au début du film. Ça matche pas parce qu'il dit tout ce que nous avons sacrifié ne servira à rien. Donc ce qui confirme que le sacrifice, c'est pour moi quelque chose qui a lieu en cours de film, et à un moment il se retrouve dos au mur et il dit en fait tout ce qu'on a sacrifié va servir à rien si on n'arrive pas au bout de tout ça ensemble. Et c'est là qu'il dit mettez de côté vos querelles, et ça là me ramène à une idée de début de film, parce que les querelles généralement entre les gens qui sont des contretemps, c'est généralement des sous-intrigues de début de film, mais soit, donc j'arrive pas vraiment à situer ce discours de Thor, ou peut-être que certains aspects, certains extraits de tout ça seront au début de film, certains en fin de film, ça peut être un montage audio bien ficelé, on ne sait même pas à quoi ressemble l'audio puisqu'on n'a pas eu l'audio non plus. Et donc on suppose que les querelles, elles sont entre peut-être les 4 Fantastiques qui sont une famille, donc ils vont insister sur le côté qu'ils sont aussi des gens avec des failles, qui se battent, qui s'engueulent aussi entre eux, ou peut-être justement New Avengers, 4 Fantastiques, ou New Avengers de Sam Wilson, c'est le plus probable. Bref, et là il dit si vous revenez, vous reviendrez entre frères et sœurs, mais retenez bien mes mots, nous aurons besoin d'un miracle. Vraiment, pour moi, c'est un discours qui se place juste avant que on aille du côté de l'univers des X-Men, j'en suis persuadé, parce que je pense qu'il parle d'un discours de motivation à ses troupes, entre guillemets, les troupes qu'il aura. Je suis persuadé que c'est aussi la tour des Avengers, c'est plus ou moins ce qui nous a été rapporté dans l'idée du trailer. Et à mon avis, ils vont tous commencer à partir vers l'univers des X-Men pour éviter l'incursion, mais la mission est très risquée, les X-Men sont aguerris, et c'est pour ça que cette menace, elle est compliquée, parce que je ne sais pas s'ils parlent tant des X-Men ou de tout ça, que des incursions qui sont la vraie menace du film, je pense. Ce discours, il est vraiment passionnant, et dans le cadre du film, il peut être vraiment impactant. On a ensuite des images du Wakanda / de Talokan, parce qu'en fait les gens, certains disaient que c'était le Wakanda, certains disaient Talokan, bref, c'est l'endroit qu'on a dans le 4e teaser, ce désert sec, aride, chaud, donc qui est là, et en fait on a Namor assis sur son trône, le même que celui de Black Panther Wakanda Forever. Voilà, Shuri le regarde, jette un coup d'œil à M'Baku. Voilà, donc Shuri, la nouvelle Black Panther, et enfile son costume de Black Panther. Des Wakandais encerclent Namor d'un air menaçant. Le ciel est également rouge. Donc on sent des tensions aussi entre le Wakanda et Talokan, puisque même s'ils avaient fait un traité de paix, même si c'était plus ou moins allié à la fin de Wakanda Forever, on sent qu'il y a toujours des tensions et toujours des raisons de se mettre sur la gueule, puisque on a l'impression que les Wakandais, en tout cas c'est ce qui nous est rapporté, encerclent Namor comme s'ils allaient s'en prendre à lui, ce qui est à l'encontre d'un traité de paix. Quoique, on peut se poser la question avec les actus, mais en tout cas, je pense qu'il y aura un aspect géopolitique dans les incursions et des désaccords entre les peuples aussi.
et peut-être que les différents dirigeants sont pas d'accord. Est-ce que c'est un rapport ou pas, je ne sais pas, mais je pense que oui, au vu de tout ça, et peut-être que le discours de Thor, qui est, on le sait, totalement entrelacé, c'est-à-dire que il n'est pas dit d'un coup le speech de Thor, c'est tout le long du trailer, quasi jusqu'à la fin qu'il parle. Là, je vous ai mis tout le texte qu'il dit, mais peut-être que au moment où donc les Wakanda cerclent Namor, c'est là qu'il peut dire mettons de côté nos querelles, parce que peut-être que c'est de ça qu'il parle. Peut-être aussi vont-ils aller du coup du côté du Wakanda, on le sait parce qu'en fait on a le 4ème tiers qui nous montre que Ben Grimm, et même vous allez le voir dans la suite du trailer, nous montre que en fait les 4 Fantastiques et le reste de toute cette armada va sûrement débarquer Wakanda pour recruter et embarquer les héros du Wakanda. Eh bien il peut dire que on aura aussi Thor, et donc il peut très bien aussi faire une partie de son discours ou même le discours à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est pas non plus impossible. Bref, le ciel est rouge un peu partout. En tout cas, dans les teasers, il n'était pas rouge le ciel. Peut-être est-ce une surprise du film, ça pourrait être un coup de génie parce que ça donnerait une patte particulière, un peu à la manière d'un Mad Max Fury Road qui a des teintes très orangées et bleues. Et bien là, on aurait du rouge, beaucoup de rouge, et du vert aussi avec tout le côté Doom, magie verte et tout ça. On reste du côté de Talokan ou du Wakanda ou entre les deux. Le paysage désertique du 4ème teaser se révèle en réalité être le fond de la mer, donc comme le sol de la mer mais tout sec. En fait, on voit Shuri marcher comme dans le 4ème teaser, donc à peu près à ce moment-là, cet endroit-là, si vous avez vu le 4ème teaser. Sauf que on l'avait vu à l'époque, on disait c'est vide, c'est bizarre, il doit y avoir quelque chose, peut-être le vaisseau des 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques ou des personnages cachés ou des éléments cachés. C'est le cas, puisqu'il est confirmé via ce trailer que en fait en fond il y a l'océan qui est dressé, écarté, probablement par Namor, à la manière de Moïse. Voilà, les eaux sont écartées les unes des autres. Alors soit c'est Namor qui le fait, qui le provoque ce phénomène, soit c'est tout simplement des conséquences catastrophiques d'un monde qui commence à se barrer en couille à cause des incursions, à cause de la fin du monde, Doomsday, la fin du monde, et peut-être que les eaux mondiales sont en train de totalement péricliter, partir en cacahuètes, et c'est le peuple de Namor qui en pâtit. Donc il y a 2 possibilités différentes, à vous de choisir, mais c'est vrai que écarter les eaux pour que les visiteurs puissent venir du côté de Talokan, ça peut être une bonne idée. C'est pour ça que on peut imaginer que ça peut être volontairement Namor qui le fait pour accueillir ses visiteurs. Donc on revient sur Thor, oui, Thor qui est vraiment au cœur de cette bande-annonce et vraiment au centre de toute l'action qui s'y déroule, et en fait il atterrit avec Stormbreaker, sa hache, son arme favorite qu'il a créée sur Nidavellir dans Avengers Infinity War et qui peut notamment invoquer le Bifrost. Selon les descriptions que j'ai pu voir, certains disent que il a l'air d'arriver avec le Bifrost, mais je suis pas sûr de l'info, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Bref, il arrive avec Stormbreaker dans les jardins du Manoir X. C'est exactement l'environnement à côté d'une statue détruite, comme celle qu'on a pu voir dans les leaks de tournage, vous savez, ces leaks de Unbox PhD au studio Pinewood près de Londres, où on avait ce champ, enfin ce jardin à côté de l'entrée de ce qui avait effectivement l'air d'être le manoir des X-Men, avec des rangées de statues à moitié détruites, des cratères, une ambiance délétère, un petit peu chaotique, et en fait, bref, Stormbreaker commence à produire des éclairs, tandis que Thor se rapproche de Doom, que l'on verrait en arrière-plan. Donc au début on arrive sur Thor et en fait on voit qu'il va s'attaquer en fait à Doom avec Stormbreaker et les éclairs produits par Stormbreaker, mais avant qu'il n'arrive à Doom, alors ça c'est un effet de montage, en tout cas c'est dans le trailer, là il s'approche de Doom avec Stormbreaker, mais avant qu'il arrive à lui, une explosion déchire les escaliers du manoir des X-Men, les escaliers qu'on voit juste là, donc cette explosion là, et on a un nouveau plan sur James Marsden qui déclenche son laser, mais pas complètement. Donc Cyclope qui déclenche, vous savez, ses pouvoirs de vision et de rafale optique, mais pas complètement. Donc on sent que la puissance monte, mais pas vraiment. Et il a un visage comme s'il cherchait à comprendre de ce qu'il se passait, de quoi il s'agissait, de qu'est-ce qu'il était en train d'attaquer, tout ça. Donc je suis curieux, encore une fois. Je suis vraiment curieux du mystère derrière ce plan.
mais j'ai pas vraiment d'idée, juste on a un nouveau plan de Cyclope. Shang-Chi aussi, on a Shang-Chi qui a des 10 anneaux qui sont orange dans le trailer, et il affronte Gambit, et donc Gambit porte un bâton avec une lueur violette, voilà, une sorte de bâton fluorescent qu'il peut manier, donc c'est souvent le cas avec Gambit, un bâton qui est quand même long, donc pour Gambit, et je ne crois pas qu'il l'avait dans Deadpool et Wolverine. Donc 2 anneaux s'envolent de Shang-Chi pour repousser Gambit, et après ils lui reviennent dans les mains. Gambit brandit un as de cœur et secoue la tête, et alors il y a des précisions, il secoue la tête comme ça en mode non, tente pas à nouveau quelque chose. Donc Gambit vs Shang-Chi, c'est pas surprenant. On avait Simu Liu qui nous avait beaucoup parlé de Channing Tatum, donc on savait qu'ils avaient tourné des choses ensemble, c'était confirmé déjà, mais un combat entre Gambit et Shang-Chi, c'était pas dans mon bingo au début du projet, mais c'est vrai que je me dis revoir Shang-Chi après tant d'années, 2021, on a eu qu'un seul film avec Shang-Chi, c'est quand même fou, et là on va le revoir et il va avoir des scènes de fou, donc j'ai hâte, I'm looking forward, et je pense que les frères Russo peuvent vraiment faire quelque chose de bien avec Gambit, parce que je trouve que dans Deadpool et Wolverine c'est ridicule quoi, mais ils peuvent vraiment rendre justice à Gambit en lui donnant des scènes d'action extraordinaires, et Shang-Chi vs Gambit, ça peut être l'une d'entre elles, peut-être l'un des seuls combats de Gambit ou de Shang-Chi, je ne sais pas, mais franchement, est-ce que ça tisse pas un combat général entre les X-Men et les Avengers, dans lequel, oui, il y a certains héros qui se battent, et notamment Shang-Chi vs Gambit, mais d'autres, et on va en parler. En tout cas, ça attise une bagarre générale entre les Avengers, peut-être les 4 Fantastiques, et les X-Men, mais on passe à un segment totalement différent dans la bande-annonce. Les fans ont pu apercevoir M'Baku incarné par Winston Duke et la chose incarnée par Ebon Moss-Backrack se serrer la main, tout comme dans le 4e teaser, qui est le dernier teaser des 4 qui a été partagé entre décembre 2025 et janvier 2026, sauf que on l'avait compris à l'époque qu'il y avait des choses qui avaient été cachées de nos yeux, et bien c'est le cas, puisque on sait qu'en fond, aux alentours, nous avons le Falcon de Danny Ramirez, nous avons Sue Storm, nous avons Bucky Barnes et nous avons Sam Wilson. Voilà, donc ces personnages-là sont présents aussi au Wakanda / Talokan, on ne sait pas vraiment, mais dans ce paysage désertique du 4e teaser, ils sont bien présents aux côtés de la chose et de M'Baku. Donc à mon avis, il y a vraiment beaucoup de monde qui va voyager ensemble depuis New York et la Watchtower et la Tour des Avengers jusqu'au Wakanda. Mais en tout cas, toutes ces manipulations de Marvel qu'on avait déjà eu dans le teaser, eh bien je pense qu'elles peuvent être aussi présentes dans le trailer. Des environnements qu'on a dans le trailer ou même dans d'autres contenus qui arriveront seront peut-être totalement différents dans le film, avec des décors qui changeront, des personnages rajoutés, des surprises que nous n'avions pas vu venir. Voilà, il faut voir ceci comme cela. Mais voilà, donc ça veut dire que donc la team Sam Wilson et la team des Thunderbolts, qui étaient déjà dans la tour des Avengers, vont probablement tous se rendre avec les 4 Fantastiques jusque dans eh bien dans le Wakanda ou le Talokan, ou ce décor dont je vous parle depuis tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'ils feront pas plusieurs teams? Certains restent à New York, ça nous permet d'explorer aussi pleinement toute la Watchtower, et peut-être que certains vont commencer à plancher sur les prochains problèmes du multivers pendant que certains essaient de convaincre les héros de la Terre de rejoindre l'aventure, possible. Donc ça veut pas dire que tout le monde va forcément venir dans cette mission de recrutement au Wakanda et dans d'autres endroits, je le suppose, mais que une grande partie d'entre eux en tout cas vont venir. Sue Storm, entre autres, dans les 4 Fantastiques, donc tous les 4 Fantastiques sont peut-être là, ou alors juste Sue Storm et Ben, et Reed et Johnny sont restés ailleurs, notamment peut-être à New York. Bucky et Sam sont là, donc ils vont rester un peu ensemble, les deux potes, ça fait plaisir, mais Joaquin va bien suivre Sam, encore une fois c'est plutôt sympa. Mais on a aussi quelque chose d'intéressant, on a Yelena qui passe devant un Reed Richards inquiet.
Yelena dégaine son arme tandis que Reed étend le bras avec sa veste blanche, toujours la même veste blanche, pour retenir Sam Wilson. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Je ne comprends pas. Peut-être est-ce quelqu'un d'autre? Peut-être est-ce autre chose que Sam Wilson? En tout cas, c'est Sam Wilson que les gens ont cru reconnaître ils étaient pas forcément sûrs à 100 milliards de pourcents. Peut-être c'est Mystique qui se fait passer pour Sam Wilson, peut-être c'est un autre personnage ou un autre pouvoir qui est utilisé, mais c'est vrai que ça me paraît bizarre. Yelena qui passe devant Reed, alors que Reed a l'air un peu inquiet, ça ok, mais Yelena qui tend son arme à destination peut-être de Sam Wilson, et puis Reed qui va l'aider, je pense, à neutraliser Sam Wilson, ou alors il y a une confrontation où en fait Reed prend Sam Wilson pour éviter que Yelena ne fasse de mal aux 4 Fantastiques. Peut-être est-ce une séquence de baston où les groupes se rencontrent et en fait se battent un peu comme ça sans vraiment comprendre ce qui se passe. Possible. Mais Yelena s'approche d'une Mystique très fidèle à celle des comics, donc avec cheveux courts et le vêtement blanc, à l'inverse des films X-Men où elle était toute nue. Elle retient le bâton de Yelena, donc Yelena doit la frapper avec un bâton, mais elle le retient, alors que c'est un bâton quand même qui est électrifié, donc ça veut dire que elle est quand même badass Mystique. Et elle se métamorphose en Florence Pugh, donc en Yelena Belova. Les deux s'étranglent mutuellement, donc on va avoir un combat Yelena vs Yelena. C'est pas la première fois qu'on a Yelena et Yelena dans une même scène. C'est le cas aussi dans Thunderbolts, dans la scène où elle est en train de revivre ses propres cauchemars, où elle est un peu bourrée. C'est la scène avec Bob, Sentry, enfin plutôt le Void. Et là on aura une scène un peu similaire où elle se combat elle-même, enfin elle se combattra pas elle-même, c'est clairement Mystique, mais on va en avoir certains. Après moi je trouve qu'il y a un peu overdose ces derniers temps de personnages qui se combattent eux-mêmes. C'est bon, on a eu ça beaucoup dans le MCU mais ailleurs, hein. Par exemple je pense à Superman de James Gunn, où Superman se combat entre guillemets lui-même, et il y a d'autres, enfin il y a quasi tout le temps ça, voilà, mais après c'est Mystique. Donc ça se comprend. Maintenant, quelle est la raison qui pousse Mystique à se changer en Yelena pour combattre Yelena? Quel est l'intérêt vraiment factuel, scénaristiquement de le faire? Je comprends pas vraiment trop bien ce qui se passe. Encore une fois, on est dans la même mouvance de un Avenger contre un X-Men. Je pense que c'est dans le cadre de la grosse baston X-Men vs Avengers, mais je me pose la question, on est quand même sur un film Doomsday, donc Doom doit être vraiment au centre. Je pense qu'il va avoir un rôle à jouer dans ce conflit entre les Avengers et les X-Men, sinon ça n'a pas de sens. Et je suis en train vraiment de me questionner sur son rôle dans ce conflit, et sur comment il va manipuler en fait tout le monde, et tirer son épingle du jeu là-dessus. On a aussi des petites scènes en vrac, on a la scène, donc ça c'est des petits plans qui passent très très vite a priori, on a la scène du teaser entre Charles Xavier et Magneto qui est de nouveau là, on a Herbie le robot des 4 Fantastiques au Manoir X qui est là. J'ai vraiment kiffé Herbie dans les 4 Fantastiques, c'était vraiment un petit robot, une petite création de Reed qui faisait vraiment du bien à ce film, qui apportait une touche d'humour, un peu de légèreté, mais aussi un côté mécanique qui s'inscrivait bien dans l'ambiance du film. Et donc c'est gros point positif de les 4 Fantastiques premiers pas. Herbie est donc très content que le domestique de la famille des 4 Fantastiques revienne dans ce film, et il va peut-être les suivre un peu partout. C'est trop bien, ça veut dire que Herbie va interagir avec un peu tout le monde dans l'univers, c'est un kiff, c'est un pied absolu. Ant-Man est incarné par Paul Rudd et embrasse sa fille, donc Cassie Lang, sur le front. Ça confirme Catherine Newton dans le film, qui n'avait jamais été vraiment confirmée, même si on l'avait vu à Disneyland avec une casquette Avengers Doomsday qui a été distribuée que aux gens qui ont travaillé sur le film. Donc on se doutait, et c'était quasi sûr qu'elle était dans le film, mais ça y est, c'est confirmé. Petite précision, Cassie Lang, elle est blonde dans le film a priori. Moi, j'expliquerai ça par plusieurs raisons. Je pense qu'elle est blonde en partie parce que c'était une autre actrice qui jouait Cassie dans le MCU adulte dans Endgame, et elle a été écartée pour une raison qui est quand même assez mystérieuse
même si je sais pas, franchement c'était un peu dégueulasse ce qu'ils lui ont fait, mais c'est pas le sujet. Et donc pour différencier réellement les deux actrices, pour pas que les gens se disent attends c'est la même, ils disent bon ok elle s'éteint les cheveux, elle est un peu différente, pour pas qu'on fasse le lien que c'est pas du tout la même actrice. Je pense que c'est l'une des raisons en tout cas qui va être avancée pour ça. On a aussi dans les scènes émouvantes, donc on a tout ça, mais on a en gros plan Johnny, joué par Joseph Quinn, qui pleure et serre dans ses bras ce qui semble être sa sœur Sue Storm, jouée par Vanessa Kirby, mais c'est pas évident parce qu'en fait on voit vraiment son visage et on voit pas vraiment très bien qui il sert. Ça c'est d'après les descriptions que j'ai pu voir, mais il est très probable que ce soit sa sœur Sue Storm. Ce qu'on peut remarquer d'un point de vue général, c'est que ces petites séquences, ça parle de l'humain. Bon, pas Herbie bien sûr, mais tout le reste. Charles Xavier et Magneto, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation de longue date, d'amitié, d'abord d'amour-haine, puis ils ont réussi à se rejoindre quelque part, et c'est une amitié profonde, sincère entre les deux hommes, qui se respectent énormément, et en fait, ce sont des liens humains que nous connaissons, et avec lesquels on peut se reconnaître. On peut se référer à ces personnages. Et c'est ce qui est bien avec les films qui ne prennent pas pour acquis que les films de super-héros, ça doit que être des films de super-héros, mais d'aller chercher encore plus loin, d'aller creuser en fait, et de raconter quelque chose sur l'humain derrière. Quand dans Infinity War, t'as Wanda qui à la fin est obligée de renoncer à son propre rêve de vie avec Vision et qui est obligée d'enlever la vie à son bien-aimé pour sauver une partie de l'univers, c'était marquant, c'était impactant parce que c'est humain, parce que ça nous relie à ces personnages. Pareil, la scène où il va y avoir Sue Storm et Johnny qui vont se serrer dans les bras, ou Johnny et quelqu'un d'autre dans une sorte de détresse de Johnny qui s'il pleure, c'est qu'il a dû se passer quand même quelque chose d'impactant, de grave, et il va retrouver le lien fraternel avec Sue pour se remettre de tout ça et pour essayer de surpasser cette épreuve. Là c'est humain également, et là ça nous parle, là ça nous touche. Quand on a Ant-Man qui va embrasser sa fille parce que c'est peut-être la fin du monde, là t'as une relation purement humaine entre un père et son enfant, entre un parent et son enfant. Donc oui, ce genre de relation et ce genre de liens humains qui vont en fait faire que le film n'est pas juste un grand blockbuster avec de l'action partout et avec du grand spectacle, il y aura aussi des choses qui vont peut-être nous toucher dedans, et c'est ce qu'il faut absolument. Mais vraiment, ça doit être au cœur même de l'idée. Petit détour en dehors du trailer, mais Catherine Newton a bien confirmé juste après qu'elle était bien dans le film. Elle a même partagé sur ses petits réseaux là une chaise qui lui a été envoyée, la chaise, vous savez, qui fait référence au live des chaises du 26 mars 2025, où il y avait tout le casting qui avait été révélé, enfin tout le casting, seulement 27 et ils sont plus depuis, on a eu Chris Evans et d'autres, mais elle a été enfin confirmée. Elle a pu enfin poser avec sa casquette sans mentir, parce qu'après elle s'était justifiée, elle avait déjà porté, et on lui avait dit t'es dans Doomsday, elle a dit non, quoi, j'étais à Disneyland. Bref, et là donc on a son petit cadeau, sa chaise, très bien, elle est confirmée dans le film. C'est cool. Enfin c'est cool, c'est pour l'instant pas une actrice qui a fait ses preuves pour moi dans le MCU avec son rôle dans Ant-Man 3, après il est mal écrit, elle a pas de chance. Susan Storm ensuite hoche la tête dans le désert, et on enchaîne avec le plan final du 4e teaser. Shuri la salue, donc en fait c'est bien dans ce plan là, donc Sue Storm, bon, c'est pas accurate, derrière il y a un désert, etc. Mais elle va hocher la tête, et c'est là que on enchaîne avec ce plan de Shuri qui fait un signe et qui fait son Wakanda Forever là. Et là a priori c'est avec Sue Storm. On a enfin un mystère un petit peu éclairci par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt génial. Et Sue Storm a l'air quand même aussi d'avoir un rôle important, Là c'est déjà le 3e plan où elle est présente, voire plus, puisqu'en fait non, on l'a énormément, et on l'aura encore après. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sam Wilson qui atterrit dans le manoir X, et il voit Gambit sauter d'un étage alors qu'il libère une onde de choc en frappant le sol avec son bâton, et il semble y avoir beaucoup de monde dans le manoir X, il semble y avoir du mouvement, il semble y avoir de la vie, il n'y a pas que Sam Wilson et Gambit, mais c'est encore une fois à mon avis une partie du grand gigantesque affrontement entre les X-Men et les Avengers. On a déjà eu Mystique contre Yelena, on a déjà eu Gambit contre Shang-Chi, là on a Gambit contre le Captain de Sam Wilson, donc on est vraiment dans cette idée là. Voilà. On a aussi le plan qu'on a dans le 3e teaser avec Cyclope.
et les sentinelles. On a Sue Storm qui émet un chant de force avec une expression similaire à celle quand elle essayait de combattre Galactus dans les 4 Fantastiques premiers pas, et elle hurle tandis qu'un raz-de-marée semble s'élever autour de sa tête. Est-ce que c'est de ce raz-de-marée qu'elle essaie de se protéger? En tout cas, après on voit un plan de Namor qui vole très vite autour du mur d'eau. Ce raz-de-marée, ce mur d'eau, ça a l'air d'être ce qui entoure le désert, etc., comme on en parlait tout à l'heure, et donc Namor est là. Sachant qu'il y a une relation entre Namor et Sue Storm dans les comics, hein, une relation romantique, un lien étrange qui les lie tous les deux. Une relation qui serait franchement pas déconnante à adapter dans ce film, parce que ça pourrait, encore une fois, créer de l'humain derrière, parce que Namor, il tombe plus ou moins amoureux de Sue Storm dans les comics, et il y a des problèmes, des tensions avec Reed, bien sûr, mais il y a des choses vraiment qui peuvent faire mouche. On a aussi Thor, qui bondit dans les jardins désolés, donc vraiment détruits, donc du X-Mansion, et il bondit vers Doom, et en même temps il lance Stormbreaker comme à la fin de Infinity War, là, quand il balance le marteau direction Thanos, enfin la hache plus ou moins, désolé. Et donc il l'envoie direction Doctor Doom, mais Doom il a pas l'air surpris, il a l'air imperturbable, et en fait qu'est-ce qu'il va faire quand il voit ce Stormbreaker débouler vers lui? Thanos il a failli crever hein, quand il a eu ça, il lève 2 doigts, comme ça, hop, il place sa main, il lève 2 doigts, l'index et le majeur, collés l'un à l'autre, hein, ça nous a été spécifié, et il arrête Stormbreaker, et ça a été décrit plus ou moins qu'en gros, ça forme une ligne invisible, impénétrable pour les éclairs, donc les éclairs se stoppent net, il n'y a plus rien qui se passe, et à travers le masque de Doom, on voit les yeux verts, furieux de Robert Downey Jr., sachant que l'acteur Robert Downey Jr. n'a pas les yeux verts, hein, il a clairement les yeux marron. Ça veut dire qu'il aura des lentilles ou des choses comme ça, les yeux un peu verts, un peu fluo, un peu sympa, comme on a pu l'imaginer, puisque Robert Downey Jr. partageait depuis longtemps des illustrations sur ses réseaux avec un Doom qui avait toujours les yeux verts. Et bien là, c'est confirmé parce que on l'a dans le trailer, il a des yeux bien verts, je suppose un peu inquiétants, qui vont bien avec le personnage et son allure verte et l'ambiance verte générale du film. Bref, c'est une bonne idée, je trouve. Thor hurle de désespoir, et c'est là que on revient justement tout à l'heure avec le discours de Thor. Il va falloir un miracle pour en venir à bout, et là ça raccroche les wagons. On pense que c'est Doom, je suis même pas sûr que dans le film il parlera de Doom à ce moment-là, mais un affrontement entre Thor et Doom, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va bien manger là, ça va être génial ça. Et puis ça fait que le côté tonnerre, de côté aussi éclair de Thor, ça va pas lui servir. Comment va-t-il venir à bout d'un Doom implacable, d'un Doom surpuissant, d'un Doom intouchable? Thor, c'est vraiment le héros qui n'a jamais vraiment été mis dans ses derniers retranchements, parce que Thanos, il l'a vaincu. Mais Thanos, il l'a laissé un peu, il l'a épargné. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un Doom qui n'avait aucune pitié pour Thor et qui voudrait en finir avec lui? Est-ce qu'on aurait un Thor qui va finir par y passer? Est-ce qu'on aurait un Thor qui arrive à trouver des ressources inespérées quelque part pour revenir et combattre ces démons en même temps que il arrive à retourner la situation? Je me demande, parce que Thor, dans les moments où il est le plus mis à mal, c'est là où je le préfère. Dans Thor Ragnarok, quand il se réveille là et qu'il vient combattre Hela à main nue, dans Infinity War, quand il revient au Wakanda alors que tout semblait perdu et que le mec vient de souffrir pour maintenir une étoile ouverte. Voilà. Quand il est au fond du trou, c'est là que je le trouve meilleur. Sauf dans Endgame où vraiment là, c'est compliqué. Mais la confrontation, le combat épique à souhait entre les deux, waouh. Là, c'est vrai que la hype, elle est à son maximum. Mais je me fais la réflexion, et peut-être que je suis complètement débile, hein, mais t'as la confirmation, même s'ils peuvent changer les décors, les environnements, encore une fois, ils peuvent nous berner, ils l'ont fait 50 milliards de fois, qu'en fait, peut-être que cette confrontation n'a pas du tout lieu au manoir des X-Men, en tout cas dans les jardins du manoir des X-Men, comme c'est dit là. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Le combat entre Doom et Thor est dans le jardin du manoir des X-Men. Mais est-ce qu'on serait pas
sur le même combat, en tout cas en termes de temporalité, quand on a Yelena contre Mystique, quand on a Shang-Chi contre Gambit, etc. Pourquoi Thor, qui serait naturellement du camp des Avengers ou des 4 Fantastiques, tu vois, il irait se battre contre quelqu'un qui sont dans leur camp? Parce que Doom, je pense, et des échos qu'on a, Doom, il est du côté des 4 Fantastiques pendant une grande partie du film. Mais pourquoi Thor, qui est du côté du coup des 4 Fantastiques, on le suppose, pourquoi il combattrait Doom? Alors quel est l'intérêt, quelle est l'idée s'ils sont tous dans le même camp? En fait, moi je pense que Doom la met à l'envers. Je dis ça, je dis rien, mais si pourquoi pas Doom était du côté des X-Men finalement. Genre, swiper, changer des camps, changer d'équipe, et aller du côté des X-Men, et en fait quand il y a ce grand combat entre les X-Men et les Avengers, eh bien Doom rejoigne les X-Men et se met du côté plutôt des X-Men, et c'est pour ça que Thor en vient à combattre Dr Doom sans vraiment comprendre ce qu'il est en train d'essayer de faire, alors que c'était le dernier espoir de venir à bout de cet univers ou de s'arranger pour que ça se passe bien. Donc je me pose la question, si c'est pas un truc comme ça, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et enfin, mais alors là c'est absolute cinéma, Thor brandit Mjolnir, ça laisse sous-entendre qu'il a plus Stormbreaker. Est-ce que Stormbreaker a été détruit, anéanti par Doom? Ce qui ferait écho un peu à ce qu'on avait du côté de Hela dans Ragnarok, qui détruit Mjolnir, et du coup Thor va in fine se construire un autre possible moyen de vaincre Thanos avec Stormbreaker. Là ce serait l'inverse, comme Stormbreaker est détruit, il est obligé de reprendre Mjolnir, peut-être le Mjolnir découpé en petits bouts comme on l'a dans Love and Thunder, possible. Donc il brandit Mjolnir comme ça, peut-être pour aller combattre Doom, je sais pas. Et là on entend « Eh mon pote !» Et on l'entend hors champ, à bord du vaisseau des 4 Fantastiques. Ok. Donc là on est plus du tout sur le champ de bataille, donc je dis n'importe quoi. On est dans le vaisseau des 4 Fantastiques. Et c'est Steve Rogers qui débarque avec une longue chevelure, une barbe, moins longue, on nous précise, que dans Infinity War, et des vêtements relativement modernes. Et Thor, il comprend rien de ce qui se passe. Il dit c'est pas possible, c'est impossible, ça peut pas être toi, c'est pas possible. Et Steve, il tend la main comme ça, il y a un plan sur sa main, et Mjolnir quitte, le marteau de Thor évidemment, quitte la main de Thor pour arriver dans la main de Steve. C'est Absolute Cinéma, voilà, bon ça c'est du gros fanservice par contre, mais ça fonctionne très très bien, et c'est la scène finale du trailer. Voilà comment se termine le trailer, les retrouvailles de Steve et Thor, les deux qui à chaque fois ont des petites scènes rigolotes dans les films Avengers. Là, je pense qu'il y aura quelque chose de plus chargé émotionnellement, parce que il y a peut-être des sentiments entre les membres des Avengers, et ça c'est peut-être assez peu ce qu'on a vu. Finalement, c'est peut-être la mort de Natasha dans Endgame qui va vraiment nous faire ressentir les émotions, mais c'était un groupe de potes qui se disaient pas trop les choses. Et peut-être que là, ça va être l'occasion d'avoir des vraies relations très profondes entre Thor, Steve et je ne sais pas moi... on sait pas s'il y aura Clint Barton ou encore Bruce Banner, peut-être pas maintenant là, mais c'est des gens qui ont une relation extrêmement vieille et qui sont liés à vie par ce groupe des Avengers originaux. Donc il y a forcément quelque chose de spécial qui les unit, et je sens que ça peut être émotionnel, ça peut vraiment nous toucher là où ça fait mal. Et encore une fois, c'est ce que j'espère avec ce film, c'est pas que ce soit que du grand spectacle, de la grande baston, de la grande action, même si c'est en partie évidemment ce qu'on veut, mais du côté où il va y avoir action, émotion, c'est important. Voilà, et donc on aurait un Steve Rogers, barbe, donc assez différent de ce qu'on a vu dans le teaser lorsqu'il est père, même si ça veut pas dire que ce sera pas forcément dans le film, mais il peut y avoir une avancée dans le temps, et en fait c'est plutôt cohérent avec ce qu'on avait eu niveau leak, parce qu'on avait eu des leaks de Steve Rogers avec une petite barbe et des cheveux longs. C'est à peu près l'idée qu'on en avait. J'avoue que moi je préférerais un Steve plus classique, avec les cheveux courts et sans barbe. C'était ma version préférée de Steve, mais j'avoue que si on a Steve avec barbe et cheveux longs, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, donc why not.
Et voilà, on finit avec un truc, cette fois on l'a eu, ça c'est le vrai truc du trailer, on a eu que la fin. Ça se termine sur 12, 18, 26, donc 18 décembre 2026. C'est Doomsday, et le fameux décompte avec la musique de Alan Silvestri qui a suivi. Voilà, et je finis avec une petite info rapide, mais Wesley Holloway a été casté dans le rôle de on ne sait pas quoi, rôle inconnu pour l'instant, dans Avengers Doomsday. Est-ce que c'est Franklin Richards un peu plus âgé? Est-ce que c'est James Rogers? Je crois qu'il y a eu des sources qui ont dit James Rogers, donc c'est cool. On en reparlera, de toute façon, même de ça on en reparlera dans une prochaine vidéo avec tout ce que j'ai pas dit avant même la sortie de la CinemaCon, du trailer, etc. Bref, on fera un rapide récap complet, enfin rapide, c'est jamais rapide sur la chaîne, mais avec tout ce qu'a dit Alex Perez, etc. Bref, moi je termine ce tournage de cette vidéo, il est 3h40 du matin. Je suis exténué, je suis crevé, j'espère que ça vous aura plu, que les analyses vous auront convenu et que même si je suis fatigué là, j'aurais été un peu pertinent, je l'espère. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre Disney dans les commentaires. Je saurais vraiment vous êtes le sang, parce que vraiment pour tenir une vidéo qui là a été vraiment très très longue, c'est que vous êtes vraiment là. On se retrouve pour plein de belles choses. Merci à vous du fond du cœur. Bonne soirée, bon après-midi, bonne suite de vie, bonne je ne sais pas quoi encore, mais je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez jamais subscribers, rassemblement, n'oubliez pas le petit like, c'est important, ça régale, et le petit abonnement, ça fait plaisir. Ciao ciao.